Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ces mots percutants prononcés par le président français Jacques Chirac en 2002, c'était au sommet de la Terre en Afrique du Sud. Il va sans dire que la protection de l'environnement est l'un des défis de notre siècle. Ce matin, nos invités ne regardent pas ailleurs, ils nous proposent des solutions et alternatives pour agir en faveur de la planète. Avant de les entendre, nous retrouvons Evan au cœur de l'un des poumons verts de l'agglomération rennaise. Salut Evan, ce matin tu nous emmènes sur les terres d'un maraîcher passionné. Salut Anne Fantet. Exactement, aujourd'hui on va vous parler de permaculture, comme tu le disais tout à l'heure, dans cette belle nature à quelques minutes du centre-ville de Rennes avec toi Mickaël. Salut. Bonjour Evan. Alors tu es le seul maraîcher professionnel à la tête de cette exploitation de permaculture, ça s'appelle Permagraine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de ce lieu ? Alors Permagraine, c'est une micro-ferme intensive en permaculture, donc on parlera de la permaculture plus tard, dont le but est de produire des légumes, produire des semences paysannes et puis proposer aussi du partage de savoir-faire auprès de la population rennaise, quoi. Tu vas nous montrer dans quelques minutes comment tu produis tes propres graines et puis nous partager aussi quelques astuces pour qu'on puisse peut-être, vous aussi, chez vous, appliquer ces principes de permaculture. Ça fait 4 ans que le projet existe. Est-ce que le projet est viable maintenant ? Le projet est viable, on est 2 à rémunérer au SMIG sur une ferme d'un demi-hectare, donc c'est quand même assez confortable pour une ferme maraîchère bio. Ça s'est construit comment ? C'est une longue réflexion citoyenne d'abord, dont l'objectif était de redonner un caractère agricole à la Prévalais, qui est un ancien grenier de la ville. Il y avait jusque dans les années 80 des petites fermes déjà, des micro-fermes maraîchères sur la Prévalais. Et donc des citoyens, dont moi, on a voulu rencontrer la ville et soumettre ce projet de réinstaller des fermes professionnelles, pas forcément des associations qui font de la pédagogie, mais vraiment des entreprises qui produisent de la nourriture pour l'autonomie vivrière de la ville. Et alors ici, le principe, c'est de limiter au maximum les charges, donc pas de tracteur, pas de moissonneuse-batteuse. Voilà, c'est souvent la surprise, c'est viable ici, c'est tellement petit, un demi-hectare, et bien c'est parce qu'on réduit considérablement les investissements, donc il n'y a pas de tracteur, il y a juste un vélo, une remorque, une grelinette, quelques outils à main, et du coup on n'a que les charges sociales finalement à payer, et puis on réduit aussi beaucoup le coût de production parce qu'on n'utilise pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Donc on travaille avec la nature qui nous aide gracieusement. On la sent bien la nature parce qu'il y a plein de petites mouches qui viennent là. on va aller voir un petit peu plus loin ici. Tes potimarrons, si j'ai pas trop... C'est bien ça, potimarron red curry. Parce qu'en fait tu produis ici tes propres semences, donc explique-nous comment tu fais. Eh bien, un potimarron comme ça, c'est d'abord une graine. D'ailleurs, j'en ai dans la poche, des graines, hop. Bon, il est là le potimarron, qu'est-ce qu'il est beau. Donc c'est d'abord des graines. Oui. Et qu'on va semer au mois de mai. Le potimarron va faire des feuilles et ensuite un fruit que je vais récolter pour récupérer les graines et vendre aussi le potimarron, parce qu'on peut vendre la chair du potimarron et récupérer les graines. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les semences paysannes. C'est des semences qui sont produites par le paysan et dont l'objectif est d'apprendre aux plantes à résister au réchauffement climatique, à travailler dans des conditions difficiles parce qu'ici on est en sol sableux. Et donc le but de mon métier, c'est aussi de produire des graines pour que des Rennais, des citoyens, puissent se réapproprier ces graines qui font partie du patrimoine en fait. Et pour la petite histoire, quand on achète des tomates chez toi au marché, tu nous donnes un petit sachet de graines qui va avec. En fait, le sachet de graines, c'est la tomate, puisque les graines sont toutes reproductibles, toutes les graines de mes légumes sont reproductibles. De toute façon, je produis toutes les graines de mes légumes. Et donc, souvent, c'est ce que je dis en clin d'œil, vous avez le sachet de graines gratuit avec la tomate, parce qu'il y a juste à récupérer les tomates pour essayer, expérimenter sur son balcon aussi la permaculture. Ça, c'est plutôt sympa. On se retrouve dans quelques minutes pour, cette fois-ci, vous apprendre, vous aussi, à faire de la permaculture. Tu partageras avec nous tes petites astuces. D'ici là, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Alors, face à ces enjeux environnementaux, de nombreux Bretons s'activent, chacun à leur échelle, chaque jour. Et on commence par vous, Boris Marcel. Vous êtes le directeur et cofondateur de l'association des Cols Verts à Rennes. Comme Mickaël Hardy, vous avez fondé une ferme urbaine au pied des immeubles dans le quartier du Blône. De quel constat êtes-vous parti ? Bonjour. Alors effectivement, on a créé une ferme urbaine en cœur de quartier prioritaire au Blône. Le constat de départ, c'était qu'on avait vraiment besoin de reconnecter les urbains aux enjeux de transition alimentaire.
Et quoi de mieux que de créer une ferme pour pouvoir reconnecter ces urbains et de directement mettre la main à la terre. Pourquoi vous avez choisi de passer par le biais de l'agriculture pour s'attaquer à ces enjeux colossaux ? Eh bien, l'agriculture, c'est le premier lien qu'on a à la nature, déjà, que ce soit l'élevage ou le maraîchage. Et c'est l'alimentation, on voit bien sur les enjeux environnementaux, ça concentre l'ensemble des enjeux, en fait. Que ce soit le bouleversement climatique, l'érosion des sols, etc., la pollution. Et donc, il nous a semblé intéressant de commencer à se concentrer sur l'agriculture pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et quoi de mieux, encore une fois, que de créer des dispositifs en cœur de ville, là où se situe la majeure partie de la population. Et comment le projet a été accueilli par les habitants ? Ils étaient étonnés, j'imagine, au début. Oui, même si c'est vrai que depuis ces 10 dernières années, on en entend de plus en plus parler. Donc les gens commencent à s'acculturer. Il y a eu différentes réactions. Un grand nombre de personnes étaient très agréablement surpris de pouvoir installer ce type de dispositif parce qu'ils cherchent eux aussi à produire, à cultiver, à réapprendre ces savoir-faire qu'on a oubliés. Et il y a d'autres parties, notamment des personnes un peu plus âgées, qui ont à l'époque fui la campagne pour retrouver la modernité de la ville. Ils se sentaient comme rattrapés. Voilà, il y a un petit côté retour en arrière. Alors on leur montre qu'on a des nouvelles techniques, qu'on a des nouveaux procédés et que ça s'intègre très bien dans la ville, mais c'est pas toujours reçu pareil. Vous avez toutes les générations, des enfants, des adultes, des aînés ? Ouais, et puis même le potager, donc la ferme s'appelle le potager des cultures, et c'est pas pour rien, c'est culture en termes agricoles, mais également en termes de diversité culturelle. On est dans un quartier qui a plus de 150 nationalités, et c'est pour ça qu'on l'a créé aussi, c'est pour pouvoir créer du lien social et se rassembler sur ce lieu. Et justement, en tout cas dans l'opinion publique, l'idée fait son chemin. Tour d'horizon de l'état d'esprit des Français sur les questions liées à la protection de l'environnement. Oh là là, l'état de la planète, c'est dingue. Et si on agissait déjà au niveau local ? À l'heure où la Convention citoyenne pour le climat montre le chemin, la protection de l'environnement est aujourd'hui la première préoccupation des Français. 63% estiment que d'ici 10 ans, l'état de la planète sera détérioré. Mais bonne nouvelle, les Français sont prêts à agir et à changer leurs habitudes. Ils considèrent à 36% que les citoyens sont les acteurs les mieux à même d'agir pour l'environnement. Devant l'État, 19%, les collectivités locales, 12%, et les entreprises, 12%. Et quoi de mieux que l'action locale ? Et les initiatives se multiplient, par exemple les clean walk, en français dans le texte, les marches de propreté. On se regroupe à quelques-uns, on nettoie une plage, un espace vert ou son bout de quartier, et histoire d'immortaliser son exploit, on fait la photo avant et après. Et oui, en matière de protection de la planète, c'est bien de penser global, mais aussi d'agir local. Pensée globale, agir local. Laurent, vous en êtes convaincu depuis plus de 30 ans. Vous êtes avec nous à distance. Ça fait un mois que vous avez rejoint l'association des Cols Verts à Rennes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet ? Bonjour, de moi. Plusieurs choses. Pour une fois qu'on réintègre l'agriculture dans un quartier bétonné, c'était déjà excellent. Et une autre chose importante, on arrive à faire un côté social aussi, comme une partie de la culture de ce jardin sera distribuée à des associations, mais pas que. Vous avez été surpris de voir un tel projet se monter dans votre quartier ? Oui, quand c'est une bonne action, on est toujours surpris. C'est ça qui est intéressant. Après, moi, je pense qu'il faudrait que ça arrive de façon élargie, faire ça à d'autres quartiers, d'autres villes, et que ça soit même une obligation, et sanctuariser ce genre de projet. Ça serait mon rêve le plus fou. Et vous me disiez en préparant cette interview que c'était comme si c'était la concrétisation d'un idéal de société. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? En fait, par le passé, je suis allé dans différentes associations, partis et autres, et en fait, on s'aperçoit toujours que ça bloque très vite parce qu'il faut voter, que personne n'est d'accord. Là, on est dans le concret. Moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Donc, c'est là-dessus que ça m'intéresse. On voit on voit notre balcon des tomates qui poussent, c'est surprenant. Le choix du quartier du Blône aussi
est intéressante parce que dans les années 70, c'était des marécages et des fermes tout autour. On a tout rasé, on a on a mis des immeubles. Maintenant, on recommence à faire le procédé inverse et on détruit les immeubles et on replante. Détruire les immeubles, ouais, pas tout à fait, mais presque. Pas tous, mais une partie. Il y a les promoteurs aussi qui font de la résistance, donc c'est pour ça. Mais oui, il faudrait peut-être un jour arrêter de s'énerver de tous les côtés. En tout cas, on va dans le bon sens. On est tous d'accord là-dessus. Toute action est bonne. Ouais, Boris Marcel, le confinement nous a obligés à repenser local. On a vu les limites de la mondialisation. Oui, effectivement, je pense qu'une bonne partie de la population s'est rendu compte que l'alimentation, c'était vital et que, on l'a bien vu, au début du confinement, il y a eu une petite rupture de stock et ça a pu effrayer certaines franges de la population. Donc, dans ces périodes de crise, on se rend compte de ce qui est essentiel et l'alimentation est effectivement essentielle. Est-ce que vous pensez que cet électrochoc suffise à faire basculer les mentalités pour de bon ? On l'espère. Je ne sais pas si ça va changer d'un coup. En tout cas, ça sera probablement plus progressif. Mais on voit qu'on observe en France qu'on a un manque de résilience alimentaire, donc de capacité à répondre en cas de choc. Et là, si par exemple il y a une rupture d'approvisionnement totale, les villes ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins. L'agriculture urbaine est une partie des solutions. Et après, la transition doit être agroécologique pour pouvoir répondre à ces enjeux. Alors justement, Laurent, quels sont les chantiers en cours sur la ferme urbaine ? Nous allons bientôt avoir Laurent. Peut-être que vous pouvez déjà nous répondre un petit peu, Boris Marcel ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on organise très régulièrement des chantiers participatifs, dont Laurent participe aussi également. On a retrouvé Laurent. Il va peut-être pouvoir nous expliquer quels sont les chantiers en cours sur le quartier du Blône. Oui, donc le quartier du Blône ou notre ferme. Sur la ferme, sur la précisément, ferme. Oui. Le premier chantier, qui est quand même le plus important, c'est de refaire les bacs en permaculture, donc afin de refaire une terre viable, donc ce qu'on appelle des lasagnes, c'est-à-dire une couche successive de différents matériaux, terre, bois, je ne rentre pas dans les détails. C'est hyper simple à trouver. Sinon, c'est toute une ferme habituelle, les récoltes, la recherche de graines, arracher toutes les mauvaises herbes et débroussailler. Aujourd'hui, vous êtes un agriculteur en herbe, alors. On peut dire ça ? Oh oui, exactement, et c'est un très beau compliment. Et justement, à qui sera destinés ces fruits et légumes récoltés au sein de cette ferme, Boris Marcel ? Alors, il y a une partie qui est destinée aux bénévoles, même si ce n'est pas la plus grande partie. On souhaite donner cette nourriture, donc ces produits non transformés, à des personnes en situation de précarité alimentaire, et notamment aux personnes en fin de droit dans les épiceries sociales et solidaires. Alors, consommer local dans l'assiette, c'est bien. Consommer local, en général, c'est mieux. C'est un peu votre credo, Olivier Julian. Merci d'être avec nous depuis Vannes. Alors, vous avez lancé il y a 3 ans l'application Veando qui permet d'avoir ces commerces de proximité à portée de clic. Comment ça marche ? Alors exactement, en fait, c'est une plateforme sur laquelle les commerçants se fédèrent, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire sur une plateforme qui est unique et sur laquelle les consommateurs vont pouvoir les trouver sur une carte, c'est-à-dire qu'ils voient les commerçants qui sont près de chez eux grâce à la géolocalisation et ils vont pouvoir les appeler en vidéo. Donc de la même manière que là on fait une conférence, une interview en vidéo, le client a la possibilité de se connecter à son commerçant. Donc il voit le statut, est-ce que le commerçant est disponible, est-ce qu'il ne l'est pas, le commerçant lui-même peut choisir à quelles heures il est disponible. Et ça va lui permettre comme ça de rentrer en communication vidéo avec le commerçant et de voir ses produits, de passer commande, de faire un panier, etc. On est d'accord que ce n'est pas un drive classique avec un catalogue. C'est ça, il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de photos de produits, donc pour le commerçant c'est très facile à mettre en œuvre. Il a juste à avoir une tablette, à s'inscrire, c'est gratuit, à partir de là il peut commencer à vendre en ligne. Alors il n'y a d'ailleurs pas uniquement des commerces alimentaires, c'est beaucoup plus large. Non, c'est absolument tout secteur. Par contre, c'est uniquement des commerçants indépendants. Ça, c'est très important. L'idée, c'est vraiment de fédérer les commerçants et d'offrir un service qui soit vraiment très large. C'est-à-dire que les clients qui se connectent voient effectivement des cavistes, des bouchers, mais aussi de la décoration, de l'habillement, etc. Et combien ça coûte pour un commerçant d'apparaître sur votre application ?
Alors, c'est gratuit, c'est-à-dire que l'inscription et le fait d'apparaître, déjà de décrire sa boutique, de montrer des photos, de décrire ce qu'on fait, etc., tout ça, c'est gratuit. Et même la communication vidéo est complètement prise en charge par Veando. C'est-à-dire que de la même manière qu'un client qui rentre dans une boutique, qui fait le tour de la boutique, discute avec le commerçant, et puis finalement il n'est pas intéressé, il ressort, ça n'a rien coûté à personne. Sur Veando, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va communiquer en vidéo. Si jamais il n'a pas acheté, ça ne coûte rien. Et donc, nous, on prend une commission uniquement si le client réellement achète quelque chose. À ce moment-là, on prend une petite commission. Alors pendant le confinement, vous avez été une véritable vitrine pour les commerçants. Que reste-t-il aujourd'hui de ces habitudes plébiscitées à ce moment-là? Est-ce que les consommateurs sont assidus encore aujourd'hui? Alors justement, si vous vous souvenez, dans le confinement, uniquement les commerces alimentaires restaient ouverts. Donc il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé et donc du coup qui n'étaient pas non plus disponibles sur Veando, puisqu'on est bien d'accord que c'est la même boutique qui est présente dans la rue et qui est présente sur Veando. Et par contre, effectivement, l'effet boom pour Veando, ça a été le déconfinement, où là, effectivement, on a beaucoup de consommateurs qui cherchent à limiter le contact et qui préfèrent passer commande sur Veando et récupérer leur colis qui est déjà payé, qui a déjà été préparé. Et à ce moment-là, effectivement, ils limitent le contact avec les autres clients et avec le commerçant. Boris Marcel, vous connaissiez l'application Veando? Non, je découvre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie aussi... Oui, ça fait partie des solutions et il faudrait que toutes ces solutions augmentent leur impact pour pouvoir vraiment véritablement changer cette société. Comme quoi la technologie n'est pas incompatible avec le commerce de proximité. C'est ça votre message finalement, Olivier Julien? Exactement. Et par contre, la technologie, effectivement, a été lourdement investie par Amazon, par les grandes distributions, etc. Et un petit commerçant tout seul n'a pas les moyens de faire face. Donc le premier constat, c'est ça, c'est de dire qu'il faut que les commerçants se liguent et se fédèrent pour investir dans une plateforme unique qui va vraiment trouver les bonnes solutions, le bon usage, la bonne utilisation des technologies pour leur activité, qui est effectivement pas une activité de vente sur catalogue et d'e-commerce traditionnel. Et donc c'est ce que nous apportons avec la vidéo. Baptiste Ruffrelot, vous êtes cofondateur de cleanwalk.org. C'est le collectif qui fait qu'aujourd'hui, on avance sur ces enjeux environnementaux? Exactement. Nous, on est persuadés que la solution, elle tient dans les citoyens, elle tient dans l'action à l'échelle locale. Et on est persuadés que c'est toutes ces petites actions dans plein de petites villes partout en France qui réussissent à créer une vraie émulation et à faire petit à petit changer les choses. Et ce type d'application permet de faire ça. Et justement, le local se déploie au national. Veando est aujourd'hui déployé dans d'autres villes, Brest, Nantes, Le Havre, Strasbourg, Nevers. C'est quoi la prochaine étape? Alors, on est déjà prêt à se déployer sur toute la France. C'est-à-dire que n'importe quel commerçant dans toute la France, à Paris, à Nice, peut s'inscrire. Et ensuite, par contre, c'est juste sur les services de livraison où là, on passe des accords avec une société de livraison locale. Et là, c'est pas... Les livreurs peuvent s'inscrire et passer un partenariat avec Veando. On ne prend pas de commission sur la prestation de livraison, ça c'est très important parce qu'on soutient aussi les livreurs locaux. Mais effectivement, comme vous dites, le local passe au national dans le sens où effectivement on peut penser local, la solution est vraiment pensée pour la livraison du bout de la rue, 1 ou 2 kilomètres. On ne fait pas d'expédition à l'autre bout de la France. Mais par contre, c'est une plateforme qu'on propose au niveau national pour que ce soit accessible au plus grand nombre de commerçants et de consommateurs. Et Boris Marcel, quelle connexion on pourrait faire par exemple avec l'application Veando? Il y a de nombreuses applications qui existent sur les circuits courts alimentaires. Oui. Donc on pourrait utiliser ce type d'application justement pour favoriser la vente quasi directe et limiter les intermédiaires. Donc limiter aussi les problématiques. Vous avez des exemples à nous citer comme application pour les téléspectateurs que ça intéresserait? Une qui est connue, c'est La Ruche qui dit oui, par exemple, où là, on peut directement commander sur Internet un certain nombre de produits et après, on se rend dans la ruche pour avoir ses paniers. Merci beaucoup Olivier Julien d'avoir été avec nous depuis Vannes. On retrouve maintenant Evan et Mickaël Hardy. Et oui, Anne Fanté, alors je vous propose de rentrer dans une serre de permaculture avec toi, Mickaël. Je le rappelle, tu es permaculteur. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, à Permagraine à Rennes. Mais c'est bien comme nom, permaculteur. Ah ouais, c'est très joli. Et franchement, ton métier, tu le fais vraiment bien quand on voit toutes ces belles tomates bien rouges et quand on sait surtout qu'elles sont pas arrosées en fait. Pas d'arrosage, ou du moins très peu d'arrosage, parce que dans une serre, on est obligé forcément d'arroser parce qu'il ne pleut jamais. Mais on limite l'arrosage pour faire en sorte que les plantes aillent avec leurs racines chercher l'eau en profondeur. Et du coup, comme ça se fait dans la nature, c'est la loi de la permaculture, c'est d'imiter ce que fait la nature. Donc s'il faut arroser, on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour rien, parce que les plantes ont des racines pour ça. Alors justement, dans les techniques de permaculture, est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? Alors plusieurs techniques ou plusieurs outils, parce que finalement, la permaculture, c'est la méthode de conception même de la vie. Donc des techniques de paillage, par exemple, pour limiter l'évaporation du sol, protéger le sol aussi, pour protéger la vie du sol surtout.
Donc le paillage, On la voit la paille là. c'est de la paille, ça peut être du foin, ça peut être de l'herbe de tonte. Hein. Les gens utilisent tout ce qu'il y a de végétal autour de chez eux pour jardiner chez eux en permaculture avec ces techniques. Donc à la maison, n'hésitez pas, si vous entendez des voisins qui tondent, allez les voir, récupérer La les tonte de végétaux. pelouse, les feuilles mortes qui vont tomber cet automne, pareil, il faut tout récupérer, tout ce qui est carboné en fait. Ça va bien maintenir la fraîcheur en surface du sol et du coup, la vie va pouvoir continuer à fonctionner normalement, même par grand soleil comme aujourd'hui. Et il n'y a pas de désherbage non plus. Pas de désherbage parce que quasiment toutes les plantes sauvages qui poussent chez nous sont comestibles. Ah, Là, par exemple, les mauvaises herbes se mangent. Voilà, nous ici on Dingue. valorise 40 plantes sauvages comestibles comme la berce. La berce, c'est une plante qui se consomme nous comme la envoie. rhubarbe. C'est super blague. La berce, la berceuse. Non, Et ben, j'arrête. qui berce, qui calme. Elle a des propriétés médicinales aussi et certainement ça veut dire aussi qu'elle a ce pouvoir d'accompagner au sommeil peut-être. Merci. Mais du coup, c'est un peu la cousine de l'angélique. D'accord. Donc tu peux simplement sentir à travers le masque, bien sûr, ça va être très très... ça a une odeur très aromatique. Bah, j'ai pas trop senti là, mais. Bon, enfin bref, en tout cas, c'est une plante qu'on peut récupère, goûter, peut-être. qu'on peut goûter. Ah. Goûte plutôt la tige que la feuille. D'accord. C'est une plante qu'on consomme comme la rhubarbe en fait, donc en sucré ou en salé même aussi. Et du coup, elle est légèrement Ah, oui. aromatique, mais très fibreuse à cette saison parce que c'est pas du tout la saison de ramasser les plantes sauvages. Là, on va plutôt ramasser les fruits sauvages comme les senelles, les cynorrhodons, etc. Alors, est-ce que je sais aussi que tu as une école de permaculture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah en fait, la volonté des Rennais, c'est d'apprendre la permaculture aujourd'hui. Tout le monde veut apprendre la permaculture. Et donc, d'avoir une ferme en permaculture qui ne partage pas ses savoir-faire, c'était pas possible. Donc, j'accueille une école de permaculture. Les gens viennent régulièrement toute l'année, en fait, apprendre avec moi ce qui se passe et avec ce qui se passe, parce que c'est chaque jour différent, ce qui se passe sur la ferme. Et donc, cette école est là pour des particuliers, des amateurs ou des porteurs de projets professionnels. Il y en a certains qui se sont installés à Langouette, par exemple. Ah oui, et c'est des stages d'une durée de combien de temps? C'est sur une année, et du coup, avec le Covid, là, certainement que ce sera qu'une seule fois par mois. Mais l'année dernière, c'était une fois par semaine, par exemple. Bon, j'en profite pour goûter une de tes Oui, tomates. Est-ce qu'il y en a une en particulier? Donc ça, c'est la potager de Villevorne, une très vieille variété, entre autres. Parce que c'est ça aussi, pour limiter les maladies, tu choisis des variétés qui sont beaucoup plus résistantes. Exactement. Allez, je goûte, et puis on se retrouve tout à l'heure, parce que sinon, sous la serre, on va finir, nous aussi, rouge comme une tomate. Ce serait quand même dommage. Allez vous rafraîchir donc. Et vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez vous engager pour la protection de l'environnement. Il existe des initiatives très simples comme le Clean Walk. C'est notre idée du jour. Regardez. J'en ai marre de voir tous ces déchets sur ce chemin. Je vais organiser une clean walk. Cool, je préviens la mairie. Ils pourront sans doute nous aider. Organiser une clean walk, en français dans le texte, une marche de nettoyage, c'est pas sorcier. On contacte ses voisins et amis, histoire de valider une date. On publie l'info sur les réseaux sociaux et on peut aussi coller des affichettes dans le quartier. Mission, mobiliser environ une trentaine de personnes, dégoter des sacs poubelles pour le tri sélectif, des gants et tout ce qu'il faut. Sophie est une adepte des clean walk. Moi j'en fais environ tous les 2-3 mois avec une assos. Et ce qui est bien aussi, c'est que les gens qui nous voient ramasser nous rejoignent ou nous applaudissent ou nous encouragent, etc. Et ça permet aussi d'engager la conversation, de leur expliquer pourquoi on fait ça, etc. Voilà, ça permet d'agir concrètement et de se sentir utile. Et pour immortaliser sa bonne action, on prend une photo avant et après. Et si vous voulez en faire des tonnes, vous pouvez même rapporter la balance et peser les déchets. Voilà, vous avez le mode d'emploi pour organiser une clean walk. À vous de jouer, la planète vous dit merci. Baptiste Furleux, je le disais tout à l'heure, vous êtes cofondateur de cleanwalk.org, plateforme qui centralise les ramassages de déchets citoyens. Votre compteur affiche déjà 1000 cleanwalk organisés en France. Y a-t-il un véritable engouement qui est en marche ? Bonjour, oui, on a lancé la plateforme il y a un an seulement, fin juin 2019, et en un an seulement, il y a déjà plus de 1000 ramassages citoyens qui ont été enregistrés sur la plateforme, des dizaines de milliers de citoyens qui se sont inscrits, qui y ont participé. On le voit tous les jours, il y a plein d'associations partout en France qui se créent, qui nous contactent pour nous dire comment on peut organiser ce type d'action à notre échelle. Nous, on est là pour les accompagner, on les aide à se lancer, on les aide à avoir plus de visibilité, à mobiliser plus de monde. Et il y a vraiment de plus en plus de personnes qui veulent organiser ce type d'action, à la fois chez les citoyens avec cleanwalk.org, et d'un autre côté, on a aussi lancé une entreprise qui s'appelle l'ACA, avec laquelle on organise des actions de sensibilisation pour d'autres entreprises, et notamment des cleanwalk
en voit travaillant justement à avec l'image, des associations locales. en Bretagne. Et on a de plus en plus de demandes de la part des entreprises. Par exemple, lundi prochain, on va organiser une grande sensibilisation sur la pollution des mégots avec Voyage SNCF. Sur toute l'année, on va organiser une grande campagne nationale de ramassage de déchets avec l'entreprise Optique 2000. Donc à la fois au niveau des citoyens, des entreprises et des associations, on voit que toutes les forces se mobilisent et ont compris que cette action avait un vrai pouvoir en termes de sensibilisation, de fédération des citoyens. Vous êtes un convaincu et aussi un acteur. Comment vous avez été sensibilisé à ces questions-là? Parce que vous êtes quand même très très jeune. On se dit comment un jeune comme vous se lance dans ce type d'action? Ça faisait assez longtemps que je savais que je voulais lancer quelque chose pour contribuer à mon échelle à faire bouger les lignes au niveau environnemental. La thématique des déchets était une thématique qui m'intéressait beaucoup. Je vais très souvent sur les plages en Bretagne, je voyais beaucoup de déchets. Je me disais comment on pourrait faire pour que chacun soit incité à agir à son échelle. Et il y a un peu plus d'un an, avec 2 amis, on a vu que de plus en plus de personnes passaient à l'action, mais surtout que de plus en plus de personnes voulaient passer à l'action sur cette thématique, mais manquaient d'informations pour le faire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette plateforme pour aider toutes les associations qui organisent ces événements à mobiliser toutes les personnes qui veulent y participer. Stéphane Laurent, vous en tant que citoyen, que vous inspire le message Alors déjà, je le de Baptiste. découvre. Bonjour à tous. Déjà, je découvre le message de mes camarades du jour. Et je trouve que c'est des idées vraiment super parce qu'elles sont simples. Ouais. Donc, faciles à exploiter par chacun au quotidien. Ça vous donne envie, vous, Oui, de vous... oui, complètement. Oui, parce qu'il y a des grandes théories. On entend parler des débats sur le climat, sur les déchets, ils sont innombrables. Et au moins, là, c'est concret et faisable par tout un chacun, là où il se trouve dans son quartier, sur sa plage. Donc, j'espère que je vais ramener cette idée-là avec moi ce soir. Boris Marcel, comment vous avez été sensibilisé à ces questions-là dans votre parcours? Eh bien, en fait, j'ai fait une école de commerce, donc assez classique, et on n'en parle pas beaucoup en école de commerce. J'imagine. Même si maintenant, ça commence à changer. Je pense que c'était une envie de contribuer dès le départ, et puis des bonnes rencontres qui ont fait que je me suis engagé très tôt. Et puis, effectivement, les premières années, c'était plutôt sur des enjeux macro, mais toujours un peu théoriques. Et il y a un moment où il faut aussi rentrer dans le concret et voir ce qu'on peut faire localement. Et justement, avec la crise sanitaire que nous traversons, il y a un nouveau déchet qui fait son apparition, c'est le masque chirurgical. Quels sont les gestes à adopter pour le ramasser, Baptiste Forelot? Alors, le mieux, si vous êtes dans la rue, que vous croisez un masque, c'est de ne pas le ramasser si vous êtes à main nue, parce que c'est dangereux. Mais lorsque vous faites une clean wall, qu'on ramasse citoyen, si vous avez des gants, vous pouvez très bien le ramasser et le mettre dans une poubelle normale. Ça ne craint rien, vous vous lavez les mains avec du gel hydroalcoolique après en enlevant vos gants. À moins de manger le masque, a priori, il n'y a pas de risque. Et comment on fait pour aller plus loin, qu'on arrive un jour à avoir moins de déchets? Parce que là, on les ramasse, il y a des tonnes tous les jours et tout le monde est content. Mais comment on fait pour réduire cette masse? Le but même de ces actions, c'est pas de ramasser en fait. Souvent, les personnes, quand elles découvrent l'action, vont dire mais ça ne sert à rien de ramasser les déchets vu que le lendemain, les déchets seront de nouveau là. C'est ce qu'on se dit, et même moi la première. Mais en fait, le but de cette action, c'est vraiment de montrer à chacun tout d'abord qu'on peut tous être très facilement acteurs à notre échelle. Il suffit de se baisser, de ramasser les déchets au lieu de se plaindre et de dire que c'est vraiment très sale ici. Et de deux, ça crée vraiment une émulation, ça crée beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes qui voient l'action et qui se disent tiens, qu'est-ce qu'ils font, comment je peux contribuer, comment je peux changer les choses à mon échelle. Et pour donner un exemple très concret, vu qu'il n'y a rien qui parle mieux que les exemples, l'an dernier, à Montmartre, le 21 septembre, on ramassait devant le Sacré-Cœur à Paris les mégots. On était une 60aine de personnes et il y a une personne de 70 ans qui est venue nous voir et qui m'a dit j'ai eu honte de voir autant de jeunes ramasser mes mégots. Je peux vous promettre qu'à partir d'aujourd'hui, je ne jetterai plus jamais un mégot par terre. Et quand on sait qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, si une personne qui fume 10 cigarettes par jour jette plus son mégot par terre, c'est déjà une belle victoire. Boris Marcel, est-ce que vous restez optimiste pour l'avenir, tant les défis sont titanesques? Il faut. Alors, juste sur les déchets, pour limiter les déchets, il faut tout simplement ne pas les produire. Donc, il y a quand même un effort à faire. En amont, déjà. En amont. Et sur le côté optimisme, je pense qu'il y a différentes phases. On passe, une première phase, c'est déjà de comprendre les enjeux de société. C'est essentiel. Et de se rendre compte des problématiques auxquelles on a affaire. Et dans un deuxième temps, effectivement, on peut se concentrer sur les solutions. Parce que tout simplement, on est déjà plus heureux quand on se concentre dessus. Et ne pas être non plus trop bisounours, si je puis dire. Même s'il y a des solutions, il y a des forces autour de ces solutions qui peuvent être un peu néfastes pour l'environnement. Donc, il faut jouer sur les deux tableaux. Agir sur les solutions et en même temps être conscient que parfois il faut faire du plaidoyer pour pouvoir lutter contre des forces qui ne sont pas forcément pour l'environnement. Stéphane Laurent, vous qui êtes extérieur, est-ce que vous êtes optimiste sur ces questions de la protection de l'environnement? Optimiste, je ne sais pas si je qualifierais d'optimiste ou de pessimiste. Par contre, je pense qu'il y a quand même
même chez des gens qui, moi, j'étais pas particulièrement sensibilisé à tout ça, il y a quand même quelque chose qui se passe, je trouve, et peut-être que c'est un des... Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous sentez l'urgence plus que jamais? Oui, probablement. Elle atteint les consciences, je pense, d'un grand nombre de personnes. Maintenant, c'est le mode d'action qui interroge sur comment y passer. Et là, il faut faire... on ne peut pas faire l'économie de toutes les technologies. On a vu des applications qui permettaient de passer à l'action. Les rencontres avec ceux qui apportent des idées, qui les mettent en œuvre. Mais je pense quand même qu'il y a un petit mouvement de population autour de ces thèmes. Et en tout cas, pour ceux qui veulent s'engager, il y a l'occasion parfaite pour vous lancer le 19 septembre. C'est la journée mondiale de nettoyage de la planète. Différentes actions sont organisées un peu partout dans la région, comme le disait tout à l'heure Baptiste Frelot. Et comme vous le savez, chaque jour, on consacre une large place à l'emploi dans notre émission. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir le métier d'audioprothésiste. Regardez. Dans la rue, à l'intérieur, des bruits un peu spécifiques, des véhicules qui passent ou... D'accord. Alors, je m'appelle Arnaud Margol, je suis audioprothésiste depuis 2015. J'ai un ami qui était malentendant, très timide, qui s'est fait appareiller. Il a changé totalement et c'était un de mes meilleurs amis. Ce changement de comportement, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur ce genre de métier et sur celui-là en particulier. Parfait, et à droite, super. On va faire un test, ça va souffler. Des deux côtés, vous allez entendre des bruits. Il faut rester dans le silence le plus total. On va calibrer l'appareil. On y va? C'est parti. Tous les audioprothésistes vont avoir le même cursus et le même apprentissage technique. En revanche, ce qui va changer, c'est vraiment l'individu et c'est le côté psychologique, le côté relationnel avec les patients, avec les proches des patients. J'aurais pas commencé à 21 ans par contre. J'ai eu mon bac à 17 ans. Si j'avais fait ça directement, à 21 ans devant les patients, je pense avoir l'honnêteté de dire que je me serais fait peut-être malmener. Il y a des gens de 70, 80 ans qui ont vécu des choses. Ils testent toujours, les gens testent. Mais moi j'aime bien et puis on teste aussi. Ok, c'est parfait. Ça va pas bouger, monsieur Rouget. Je vais aller vérifier l'appareil, changer la tubulure. Il y a des gens qui viennent à reculons. Savoir que l'appareillage auditif, ça a toujours encore des connotations un peu négatives. Je suis sourd, sourdingue, etc. Je pense que se mettre à la place des gens, ça va permettre de faire correctement des réglages et trouver la bonne solution à telle ou telle situation. Après, on ne saura jamais exactement ce qu'ils ressentent. Sans s'estomper, votre cerveau, il va faire le tri, il va plus s'en occuper de ce genre de bruit. C'est vraiment une discussion, on essaie de mettre à l'aise la personne. C'est savoir tirer les informations de cet échange pour pouvoir appareiller au mieux et faire le suivi au mieux. Est-ce que ça fait très très fort ou pas du tout ? Ça fait fort. Ils me disent que j'entends pas au téléphone ou la télévision me dit qu'elle est forte. On rentre quand même dans leur vie, c'est-à-dire qu'on leur réapprend à entendre, à comprendre. Et quand on arrive à avoir des bons résultats et que les proches nous disent « je peux parler avec mon père en réunion de famille alors qu'avant c'était pas le cas », donc ça c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Stéphane Laurent, c'est votre domaine de compétence. Je ne vous avais pas encore présenté tout à l'heure. Vous êtes responsable pédagogique de l'école audioprothèse de la faculté des métiers à l'université de Rennes 1, je ne dis pas de bêtises. Combien d'audioprothésistes vous formez chaque année dans votre structure ? On en forme 30 par an. On a un quota qui nous est affecté, donc on a le droit à 30 places. Est-ce que c'est un métier plébiscité ? Ce n'est pas un métier qui est très connu. En tout cas, il est plébiscité par ceux qui le font. Et donc j'en fais partie, c'est un métier passionnant. Oui. Et je sais que les étudiants sont les meilleurs promoteurs une fois qu'ils sont dans les écoles et qu'on a des portes ouvertes. Et eux-mêmes vont fédérer des nouvelles générations d'audioprothésistes. Maintenant, dans le grand public, non, ce n'est pas un métier qui est très très connu. On va sonder nos deux invités. Est-ce que vous connaissiez un petit peu le domaine ? Alors, de nom. Et puis après, on a eu la chance d'en parler en amont de l'émission. Donc maintenant, oui. C'est un métier qui est pourtant important. Tout à fait. Alors, quel est le cursus d'études pour en faire son métier ? Alors c'est un diplôme d'État en 3 ans, comme c'est le cas dans de nombreux domaines de la santé. La sélection se fait sur Parcoursup depuis cette année. Avant c'était un concours, maintenant c'est sur la plateforme que tout le monde connaît bien. Et alors il faut un profil, le reportage l'a souligné, il faut un profil plutôt scientifique. Quand même, ouais. Même si j'ai beaucoup apprécié que mon collègue précise qu'il fallait
un sens du contact et de la psychologie affûté. Pourquoi ça vous étonne? Parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent? Oui, je pense qu'il y a peut-être, pour ceux qui le connaissent de loin, l'idée d'un métier très technologique. Très technique aussi. Très technique, c'est clairement le cas, mais ce n'est pas la finalité. Et je crois que pour avoir vu le métier de maraîcher dans sa serre, eh bien dans le vivre son potager, c'est aussi l'entendre. Oui. Et alors, on ne va pas écouter les légumes pousser, mais je pense que le son de la salade, déguster une pomme, ça commence par l'éplucher et écouter le J'aurais jamais fait le lien, mais c'est super. Écoutez la pomme. Lorsque vous l'éplucherez, elle a beaucoup de choses à vous dire. Bah oui, puis c'est hyper important pour la personne aussi. Ce sont des sons du quotidien qui... Au-delà de l'anecdote, en fait, les interactions qu'on peut avoir avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, font notre présence au monde. Et ça contribue énormément à la joie de vivre. Donc c'est pour ça que les audioprothésistes, certes, ils ont un profil technique à la base lorsqu'on les recrute, mais on tient beaucoup à cette dimension humaine et de transmission de la motivation qui peut pouvoir se faire avec leurs futurs patients. Et c'est une question difficile pour mes interlocuteurs. Quelles sont les qualités requises? Si vous deviez citer 3 qualités à avoir quand on veut devenir audioprothésiste. Eh bien, il faut quelques compétences techniques et scientifiques quand même. Il y a un minimum... à savoir lorsqu'on manie des technologies sophistiquées. Le son, ça ne s'appréhende pas avec une intuition simple. Il faut quand même passer par quelques équations. Et puis ensuite, avoir un goût pour les métiers de la santé. On a quand même des complexités, des diversités de pathologies de l'audition, de l'oreille, qui font que ça s'apprend aussi. Et puis enfin, et encore, des compétences humaines. Vraiment, j'insiste sur ce point, peut-être le plus important à retenir, avoir envie d'aider les autres à mieux entendre. Et combien gagne-t-on dans le métier? Alors, en moyenne, je crois que sur les dernières statistiques, on est aux alentours de 2 000 € par mois en salaire de début de carrière. Et voilà. Et puis, une carrière qu'on peut prolonger. Il y a des poursuites d'études possibles, en master, doctorat. On a quelques collègues qui font de la recherche et qui travaillent également dans l'industrie des aides auditives. Et quelles sont les perspectives de carrière ? Alors, au-delà de l'exercice en tant que salarié dans des grandes chaînes que peut-être certains connaissent, on peut travailler en tant qu'indépendant, avoir son propre laboratoire. Je pense que c'est le souhait de nombre de mes jeunes étudiants, d'avoir un jour sa propre entreprise. Et puis, certains peuvent aussi exercer dans des CHU à temps partiel pour le réglage des implants cochléaires et puis aussi pour la prise en charge des patients qui ont des acouphènes, bourdonnements, sifflements d'oreilles. Et comment vous en êtes venu à faire de la formation? Je crois que j'ai quasiment toujours fait de la formation. J'ai très tôt eu cette opportunité-là et ça m'a séduit d'emblée. Instinctivement, je me suis dit, il ne faut pas seulement l'exercer, il faut aussi transmettre. Je crois que c'est aussi un point commun que j'ai avec mes interlocuteurs du jour. Si on reste seul avec une passion, parce que c'est une passion, je pense qu'il manque quelque chose. D'accord. Et merci beaucoup Stéphane Laurent pour toutes vos explications. Avant de refermer cette page emploi, voici notre conseil du jour. Arthur Pertigos vous donne toutes les clés pour réussir au mieux un entretien professionnel. Comment valoriser son expérience en entretien sans se vanter? Se vanter, c'est enjoliver la réalité et ce n'est pas utile. Valoriser, c'est présenter efficacement une expérience bien réelle. Avant l'entretien, sélectionnez vos réalisations professionnelles qui font écho aux attentes du recruteur. Ensuite, pour être très clair, appliquez la méthode CAR. C pour contexte. Présentez votre entreprise précédente et son cœur de métier. A pour action. Quelles étaient vos fonctions? Quelles actions avez-vous entreprises pour répondre à une situation précise? Et enfin, R. Quels résultats et quelle expérience en avez-vous retiré? C'est concret. Et sans se vanter, c'est efficace. Alors, faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Tout à l'heure, on parlait de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui donner comme clé aux enfants? Parce que je pense que ça commence aussi par là, pour que tout petit puisse se lancer. Oui, tout à fait. Et puis, on parlait de formation à l'instant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la ferme urbaine comme un support pédagogique pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Et à partir de septembre, on a 8 à 10 animations par semaine dans les écoles avec les élèves et les enfants pour sensibiliser de la fourche à la fourchette, donc sur l'ensemble des sujets de transition alimentaire. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Avant de se quitter, on va retourner à la Prévallée, retrouver Evan, qui doit avoir chaud, je pense. Et oui,
Eh oui, on a chaud. Mais qu'est-ce qu'elle était bonne, cette tomate, tout à l'heure. Alors, regardez, on va jouer un petit peu au marchand et au marchand. Je vais dire au marchand et à la marchande, mais non. Puisque c'est avec cette belle remorque jaune que tu fais les marchés rennais. Et c'est un prototype rennais, en plus fabriqué par Tout en Vélo. Ça, c'est unique au monde. C'est une pièce unique au monde et ça m'aide énormément. On fonctionne en local encore, c'est ça le principe. Exactement, c'est le principe de la permaculture. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir de bouchons pour aller au marché, de livrer écologiquement aussi les restaurants avec qui je travaille. Il y en a plusieurs sur Rennes, on a plein de belles tables à Rennes. Et du coup, c'est vraiment chouette de rouler à vélo. Le marché, c'est tous les mercredis à Rennes pour toi? Le mercredi, marché du Mail François Mitterrand. Et du coup, livraison de paniers, distribution aussi au restaurant, livraison au restaurant. Parce que ça, c'est pratique. C'est quasiment 3 jours par semaine où je suis en déplacement pour livrer ou faire les marchés ou faire les paniers. Tiens, alors justement, on parle de paniers, mais on en a préparé un pour que vous puissiez le voir et que ça vous donne l'eau à la bouche parce qu'on peut s'abonner avec des paniers. Explique-nous comment, je vous montre les paniers, comment ça fonctionne, les abonnements chez toi. Eh bien, on essaie de s'adapter principalement aux petits budgets puis aux étudiants qui sont là parfois très peu de temps. Donc, c'est des paniers au mois, on s'abonne en début de mois. C'est des paniers à 15 € par semaine. On met toujours un petit peu plus pour les fidèles. Et du coup, on a une diversité de légumes et aussi des mauvaises herbes parce qu'on les vend aussi, ces plantes sauvages comestibles. Donc, chaque semaine, un panier différent avec des curiosités parce que c'est ça aussi la permaculture, c'est la curiosité. Et exactement. Et alors, les restaurateurs qui travaillent avec toi, et comme tes clients d'ailleurs, ils apprécient particulièrement le goût de tes produits parce qu'ils sont cultivés en permaculture et ça se ressent. C'est le fait qu'il n'y a pas de désherbage, c'est le fait aussi qu'il n'y a pas d'arrosage, donc les produits sont de goût exceptionnel. Ça, c'est même pas se vanter de dire ça. Et en effet, ça plaît aux cartes des restaurants et du coup, ils aiment aussi les petites particularités comme la baselle, épinard de Malabar. Ah, ça c'est une sorte de salade. Ça, c'est la salade d'été. C'est une liane en fait qui fait des grandes feuilles très grasses, très rafraîchissantes. Et ça, c'est assez curieux. Et puis sur le marché, on fait un petit mélange de fleurs qu'on appelle le mélange LGBT et ça plaît énormément. Autant pour la cause que pour le côté coloré aussi que ça apporte dans les assiettes. Sur le marché, on peut aussi te payer avec une monnaie locale et ça, c'est plutôt sympa. Le Galéco, tant qu'il existe encore, c'est super important de le soutenir. C'est une monnaie en fait qui permet en fait d'acheter plein de produits, d'aller chez le coiffeur, d'aller dans des bars, des restaurants. Donc c'est une monnaie comme l'euro, ça a la même valeur. Et du coup, il faut adhérer tout simplement au Galéco. Et moi, je fonctionne avec ça et je fais tous mes achats en local comme ça. Bon écoute Mickaël, merci beaucoup. Si vous avez envie de vous mettre aussi à consommer des légumes produits en permaculture, allez faire un tour sur le site, je vais y arriver, de permagraine.fr à Rennes. Et puis moi, à des fins purement journalistiques, je vais prendre ces paniers pour goûter tous les produits, d'accord? Ça, c'est pas légal, ça. Oh, on va s'arranger. Allez, salut Anne Fanté, je t'en ramène quelques-unes. Oui, c'est ça, pense à moi quand même, parce que tu sais mon goût pour les fruits et légumes. Et je fais pas semblant. Mais oui, je sais que t'adores ça. J'espère que vous, depuis chez vous, vous avez fait le plein d'astuces tout au long de cette émission. Maintenant, c'est à vous de jouer près de chez vous. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Dans quelques instants, retrouvez votre journal régional. À demain, même heure, même endroit. Très belle journée.